Salut apprenti, première vidéo de la série Critique et Analyse. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Pourquoi je commence la série Critique et Analyse par l'épisode 1? En effet, l'épisode 4, Un nouvel espoir, est sorti en premier 22 ans plus tôt. Mais je me suis demandé quelle était la meilleure solution pour une personne qui ne connaîtrait pas Star Wars, entre de voir les épisodes suivant leur ordre de sortie, soit 4, 5, 6, 1, 2, 3, puis 7, 8, 9, ou suivant leur chronologie interne, soit de 1 à 9. A noter qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes plus qu'à quelques mois de la sortie du 9. J'ai donc opté pour le second choix, afin d'apprécier au mieux l'histoire de la saga Star Wars et de ne pas m'auto-spoiler. La menace fantôme est sortie en 1999. Pour citer un film de science-fiction très connu sorti la même année, nous avons Matrix 1. Le film a été tourné sur 4 mois en 1997, ce qui au vu de ses nombreux décors, de ses nombreuses scènes d'action et de ses 2h16 est plutôt correct. À titre de comparaison, un film de comédie classique d'1h30 environ avec peu de scènes d'action est tourné en un mois. Le film a été écrit et réalisé par George Lucas et John Williams est à la composition de la musique. En ce qui concerne sa sortie au cinéma, le film a fait 7,3 millions d'entrées en France et totalise dans le monde 984 millions d'entrées. Parlons de quelques personnages principaux. Obi-Wan Kenobi est joué par Ewan McGregor, Qui-Gon Jinn par Liam Neeson, Mace Windu par Samuel L. Jackson et Darth Maul par Ray Park. Nous avons également Natalie Portman qui joue le double rôle de la reine Amidala et de Padmé, c'est le même personnage, et Ian McDiarmid joue également un double rôle, celui du sénateur Palpatine et de Darth Sidious, c'est aussi le même personnage. Pour résumer ce premier opus, l'histoire commence sur un conflit mineur. La Fédération du Commerce a mis en place un blocus autour d'une petite planète isolée. Blocus qui se révélera être une étape d'une machination d'un seigneur Sith afin de s'emparer du contrôle de la République galactique. Afin de faire cesser le blocus autour de la planète Naboo, deux Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, y sont envoyés. Mais la Fédération du Commerce tente de les assassiner. Les deux Jedi s'échappent et arrivent sur la planète. Ils réussissent à en repartir à bord d'un vaisseau de Naboo, emmenant avec eux la reine Amidala et sa suite, ainsi qu'un Gungan nommé Jar Jar Binks. Durant leur fuite au travers du blocus, leur vaisseau subit de lourds dégâts, les obligeant à s'arrêter sur une planète de la bordure extérieure, Tatooine. Sur cette planète, il s'y passe 3 événements importants. La course de pod pour obtenir l'argent afin de réparer le vaisseau, la découverte et la libération d'un jeune enfant esclave très sensible à la force, doué en bricolage et en pilotage, Anakin Skywalker, et l'affrontement entre Qui-Gon et un Sith nommé Darth Maul. D'ailleurs, Qui-Gon met un terme au combat en s'enfuyant dans le vaisseau. Le groupe arrive enfin sur Coruscant, capitale de la République galactique. Sur cette 3e planète, il s'y passe également 3 événements importants. La découverte du Sénat galactique et les jeux de pouvoir qui s'y passent, la découverte du Conseil Jedi, d'ailleurs les maîtres Jedi y siégeant refusent dans un premier temps qu'Anakin soit formé. Et la décision de la reine Amidala de retourner sur Naboo. De retour sur Naboo, on assiste également à 3 événements importants en simultané. La bataille au sol opposant les habitants de la planète, donc les humains et les Gungans, face à l'armée droïde de la Fédération du Commerce. La bataille dans l'espace opposant les pilotes humains aux droïdes. Et l'affrontement entre les 2 Jedi, Qui-Gon et Obi-Wan, face à Darth Maul. Les armées de Naboo réussissent à vaincre les droïdes et à capturer le vice-roi de la Fédération du Commerce. Cependant, Darth Maul réussit à tuer Qui-Gon Jinn et Obi-Wan à tuer Darth Maul. Le film se termine par l'acceptation du Conseil Jedi qu'Obi-Wan prenne pour Padawan Anakin, et par une cérémonie fêtant l'alliance entre les humains de Naboo et les Gungans. Passons aux différentes analyses. Au niveau de l'intrigue, le film est plutôt bien construit, on apprend au fur et à mesure les différents éléments composant l'univers Star Wars. Si on est complètement débutant dans Star Wars, on n'est pas noyé par une masse d'informations ou faisant appel à des connaissances sur cet univers, comme dans certains films. Prenons le cas des Jedi. On nous en parle dans l'intro, puis petit à petit, on les découvre.
D'abord leur tenue, l'effet qu'ils produisent sur les gens, leur organisation, puis leur pouvoir et leurs armes. Au bout des 2h16 du film, on a appris une quantité d'informations qui nous serviront de base pour la suite de la saga. On peut reprocher qu'il faut attendre environ 1h30 avant que tous les personnages principaux se soient rencontrés. Mais il faut le voir comme une introduction au reste de la saga. L'histoire se concentre autour de 3 planètes sans se mélanger. A l'époque, ce qui a pu être déroutant pour les fans de Star Wars, c'est qu'on suit plusieurs personnages sans vraiment que l'un d'eux soit beaucoup mis en avant, comme l'a été Luke Skywalker. Mais le plus gros problème scénaristique de ce film est la mention des midi-chloriens. D'ailleurs, cette idée est complètement abandonnée par la suite. George Lucas prend vraiment le temps de nous montrer l'univers Star Wars via ces 3 planètes. Elles sont vraiment très distinctes les unes des autres. Naboo, une planète luxuriante, aux grandes plaines, aux grandes jungles, avec des océans, une cité humaine aux ères antiques et une ville sous-marine qui abrite les Gungans. Une faune et une flore vraiment florissantes et très variées, un système politique basé sur une démocratie qui est très stable et également un système économique stable. Tatooine, planète désertique avec quelques villes dessus. Le décalage est extrême avec Naboo. La flore est inexistante et la faune quasiment. On se rend compte rapidement que la quasi-totalité de la population de cette planète n'est pas originaire de celle-ci. Bien sûr, en fait, la faune et la flore sont un peu plus fournies que ce qu'on voit. D'ailleurs, la différence entre ces 2 planètes ne s'arrête pas là. En effet, leurs systèmes politiques, économiques et légal y sont complètement opposés. D'un côté, on a une planète qui est parfaitement intégrée à la République galactique, qui suit les lois à la lettre, qui est une démocratie, et qui sûrement utilise l'argent commun de cette République galactique. Et de l'autre côté, on a une planète aux mains d'une organisation criminelle, les Hutt, où il règne la loi du plus fort, sauf en ce qui concerne les paris. Là, il y a un règlement qui est vraiment strict et qui est strictement appliqué par tout le monde. Et aussi, ils refusent d'utiliser l'argent commun, donc le crédit républicain. Entre ces 2 extrêmes, il y a Coruscant. Coruscant est une cité-planète. En effet, la planète est entièrement recouverte d'une même cité qui est même sur plusieurs niveaux. Donc malgré que ça soit la capitale de la République, il y a quand même des jeux de pouvoir via les lobbies, via différentes puissances politiques, un peu comme sur notre planète. Donc sur ce coup-là, on n'est pas trop dépaysé. Naboo et Tatooine, on voit vraiment qu'il y a une différence technologique avec Coruscant. Coruscant est vraiment au-dessus de ces 2 planètes niveau technologique. Déjà aussi, la population y est extrêmement dense. Pour en revenir aux midi-chloriens, je pense que l'idée de base était de montrer qu'Anakin était vraiment très puissant dans la force. Ça fait un peu penser à Dragon Ball Z avec les scanners, comme pour ce manga, l'idée a été balayée parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pas très viable, et on sent bien qu'après, il n'y a pas que le taux de midi-chloriens dans le sang qui va influencer sur la puissance dans la force. Il y a bien sûr son utilisation. On verra plus tard l'utilisation de la force et de ses utilisateurs. Parlons tout d'abord d'un personnage qui est à la fois détesté par certains fans et aimé par d'autres. Il s'agit du puissant Jar Jar Binks. Donc il n'est pas puissant, mais bon, c'est un personnage qui est quand même relativement, on va dire, un peu important parce qu'il a mené des actions. En fait, il y a tout un tas d'actions. Certaines sont extrêmement importantes pour la suite de l'histoire, d'autres, des actions lambda, et en fait, il y a pas mal d'actions qui sont juste là pour faire rire. Effectivement, c'était le personnage un peu le comic relief du film. Effectivement, après, on aime ou on n'aime pas cet humour, mais il est surtout basé sur ça. Alors, effectivement, ces actions importantes, et à la fois son côté comique, ont fait que certains fans sont partis sur une certaine théorie. Je vais te la dire si tu ne la connais pas. C'est qu'en fait, Jar Jar Binks serait le véritable Seigneur Sith aux commandes de tout. Et même ce serait lui qui manipulerait Dark Sidious. Alors, connaissant un petit peu le personnage de Dark Sidious, ouais, c'est quand même assez tiré par les cheveux. Moi, je peux comprendre d'où vient cette théorie, etc. Donc tu vas voir en expliquant les différentes actions de Jar Jar Binks, qu'effectivement, tu peux dire à certains points, un peu bizarre. Maintenant, est-ce que George Lucas avait ça dans l'idée de mettre ça en place et qu'après qu'il a abandonné l'histoire? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il voulait aller aussi loin que cela. Moi, je pense, et tu vas voir après pourquoi, qu'en fin de compte, c'est un personnage qui a sûrement été manipulé par Dark Sidious au départ
Et que en fait son influence, même s'il ne le recontacte pas, en fait il a tellement bien manipulé avant que l'histoire commence, qu'en fait ce personnage vraiment développe l'histoire comme le veut Dark Sidious. Voyons les différentes actions de ce personnage dans le film. Au départ, il se trouve dans une des forêts de Naboo, ce qui est tout à fait normal vu qu'il s'est fait exiler de la cité sous-marine, et il est complètement paniqué à la vue des droïdes à leur arrivée, alors que tous les autres animaux fuient ces droïdes. Il s'est même sauvé par Qui-Gon. Alors, certains pourront dire, mais pourquoi qu'il n'a pas fui, comme tout le monde? Est-ce qu'il a fait exprès de rester sur place? Je pense pas, je pense que c'est vraiment sa réaction face au danger. D'ailleurs, on le voit plusieurs fois, que ce soit dans ce film ou dans les autres films. Il a plutôt tendance à rester sur place, à paniquer et à faire n'importe quoi lorsqu'il est mis en danger. C'est tout à fait une réaction tout à fait normale, parce que n'importe qui, n'importe quel animal, va avoir trois réactions possibles face à un danger. Soit il va rester sur place, paniqué, etc. Donc, par exemple, on peut le voir si tu as été un peu dans les routes de campagne, en pleine nuit, certains lapins, en fait, ils ne vont pas bouger face aux phares des voitures. Ils sont complètement tétanisés. Donc ça, c'est tout à fait possible. Même un être humain, face au danger, peut rester complètement sur place. Il y a soit d'affronter le danger, soit de le fuir. Donc voilà, Jar Jar Binks, c'est plutôt, il va rester sur place, paniquer, faire n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est, pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. C'est tout à fait, voilà, c'est son caractère qui est comme ça. Ensuite, action importante, il va amener les Jedi à la cité Gungan. C'est une action importante parce que ça va débloquer beaucoup de choses dans l'histoire, parce que s'il n'avait pas fait ça, les Gungans seraient passés sous silence et ils n'auraient jamais aidé les humains à combattre les droïdes. Donc sûrement l'histoire aurait été tout autre. Alors bien sûr, on apprend qu'il a été exilé de la cité Gungan, apparemment parce qu'il a quand même explosé la limousine du Big Boss. Maintenant, c'est vrai, c'est ce qu'il raconte. Il n'y a que lui qui raconte le pourquoi de son exil. Certains ont mis en doute cette version, on m'a même dit qu'en fait c'est parce qu'il a utilisé la force, notamment la force du côté obscur, et c'est pour ça qu'il s'est fait exiler de la cité. Bon, il n'y a pas eu mention de cela, une utilisation possible de la force par Jar Jar. On voit que les Gungans au départ ont peur des trois qui arrivent dans la cité. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas souvent des visiteurs, donc du coup forcément qu'en plus il y a deux humains qui débarquent avec un Gungan, ils peuvent être assez paniqués puisque normalement leur cité est censée être cachée, ou parce qu'ils ont peur de Jar Jar. Alors ils peuvent avoir peur de Jar Jar selon certains fans parce qu'ils maîtrisent le côté obscur, et je pense plus par rapport au film, c'est parce que c'est un peu une calamité ambulante. On peut voir ça tout au long du film et même des trois films. Bon, certaines de ces actions sont un peu catastrophiques. On verra par exemple lors de la bataille qu'effectivement c'est un peu une calamité. Lors du déplacement aquatique, on voit que Jar Jar en fait est facilement effrayé, facilement distrait par les différents poissons, par les différentes créatures sous-marines. Également dans la cité humaine, il tombe du pont depuis lequel les deux autres Jedi sautent pour attaquer les droïdes. Alors certains vont dire oui, mais c'est pour éviter qu'il affronte les droïdes, pour cacher ses réelles capacités. Moi je pense que c'était plus pour faire en fait un effet comique. D'ailleurs ce même effet comique est repris sur Tatooine. Alors c'est pas exactement le même, mais quand il marche sur la crotte de l'un des animaux qui sont sur Tatooine, dans la ville, voilà, c'est vraiment fait pour l'effet comique. C'est vraiment ce personnage-là, il faut vraiment le voir comme un effet comique tout au long de la saga. Sur les trois premiers films, par exemple le fait aussi qu'il essaye de manger la nourriture avec sa langue, etc. Dans le Sénat galactique, on peut voir qu'il y a plein de sénateurs. Chaque sénateur représente au minimum une planète, telle que le sénateur Palpatine. Mais la plupart des sénateurs représentent au moins un système solaire, voire plusieurs systèmes solaires. Autre point assez sympa, c'est qu'on voit vite fait des extraterrestres qui ressemblent à E.T. Alors il faut savoir que c'est juste un clin d'œil, parce qu'entre les deux scénaristes, Spielberg et Lucas, ils se font souvent des clins d'œil dans leurs films. Dans Indiana Jones, on voit une gravure sur une poutre d'une taverne, R2D2 et C3PO. Voilà. En ce qui concerne les effets spéciaux, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup vieilli, ils restent toujours de bonne qualité, à part bien sûr par-ci par-là certains défauts, tels que par exemple la première explosion qu'on voit, en fait on voit de suite que c'est une maquette, donc c'est la destruction du vaisseau des Jedi. Donc là c'est un peu dommage.
Autre effet spécial qui est quand même, je trouve, assez sympa, assez bien rendu, c'est l'activation des différents boucliers, des boucliers d'énergie, des champs de force, etc. On peut voir par exemple les boucliers des droïdes s'activer. Il y a un rendu assez sympa et on voit qu'à chaque fois ce sont des boucliers différents. Donc il y a celui des droïdes, il y a celui des Gungans, là, le grand bouclier, le grand dôme qui va les protéger. Donc ça c'est voilà, un autre type de bouclier. Et aussi le bouclier qui va s'activer autour du vaisseau dans lequel est Anakin quand il est dans le vaisseau des droïdes. On voit que là il s'active. Donc lors de l'activation on voit l'espace autour du vaisseau se troubler. Et une fois qu'il est bien mis en place, on ne le voit plus. Donc voilà, ça c'est 3 types de boucliers, ils ont chacun leur propre look et c'est quand même assez sympa. La Fédération du Commerce, c'est une fédération très puissante dans Star Wars, parce que déjà elle est vraiment en lien avec la République Galactique, mais elle a même contrôle sur des planètes qui ne sont pas sous contrôle de la République Galactique. Donc c'est vraiment une fédération très puissante. Maintenant, elle s'est fait manipuler par Dark Sidious assez facilement, mais après c'est un peu normal. Dark Sidious est quand même un site puissant et qui est très habile dans la manipulation des autres. D'ailleurs, on peut remarquer qu'avec cette fédération du commerce, à aucun moment il n'accueille les Jedi personnellement. L'accueil du vaisseau des Jedi et des Jedi en eux-mêmes se fait uniquement avec des droïdes. Que ce soit des droïdes militaires ou un droïde protocolaire, mais pas par des membres vivants de la Fédération du Commerce. Les seules fois où ils se déplacent en personne, c'est quand ils sont sûrs d'avoir gagné. Donc on peut le voir sur Naboo lorsqu'ils ont capturé, certes la fausse, mais la reine Amidala. Ils pensent l'avoir capturée, donc là ils se déplacent en personne. Parlons maintenant de l'armée droïde. De ce qu'on a vu pour l'instant, elle n'est pas très puissante, mais elle se repose notamment sur son nombre. Effectivement, les droïdes, il suffit juste d'en fabriquer plus. Certes, il faut avoir de l'argent, mais bon, la Fédération du Commerce a ce qu'il faut au niveau argent. Mais voilà, donc c'est pas comme des humains où il faut les entraîner, où il faut les recruter également. Là, il suffit de produire en masse des droïdes et on a rapidement une armée très grande et donc du coup, son nombre fait sa puissance. Le défaut des droïdes, c'est qu'en général, la plupart des droïdes ne sont pas très intelligents et ils sont reliés directement au centre de commandement. Donc si ce centre de commandement est détruit, comme c'est le cas dans le film, eh bien les droïdes cessent de fonctionner. Ça, je trouve, c'est un défaut vraiment de fabrication des droïdes, qu'ils soient autant dépendants du vaisseau de commandement. Dans cette armée de droïdes, on voit qu'il y a plusieurs types de droïdes, donc chacun ayant ses propres spécificités. On va continuer sur l'armée qu'ils ont affrontée, les Gungans. Donc les Gungans, c'est une espèce autochtone de Naboo. Ce sont des amphibiens puisqu'ils peuvent à la fois vivre à la surface sans aucun problème et ils peuvent vivre sous l'eau. Même, on suppose, respirer sous l'eau vu que Jar Jar Binks rejoint depuis la surface la cité aquatique sans avoir besoin de respirateur. Alors soit il a retenu sa respiration pendant assez longtemps, soit il est capable de respirer sous l'eau. Parce qu'on voit que les 2 Jedi, eux, utilisent des respirateurs et que ça dure quand même un petit moment leur nage jusqu'à la cité aquatique. L'armée Gungan semble pas très évoluée technologiquement. Je dis ça parce qu'on voit les armes qu'ils utilisent qui sont plutôt des armes primitives évoluées. Donc, ils utilisent des lances, des bombasses, des bolas, des boucliers. Alors certes, ils ont un gros bouclier d'énergie, leurs boucliers sont faits d'énergie, mais voilà, on ne les voit pas avec des blasters. Maintenant, leurs bombasses, c'est vrai qu'ils sont très efficaces contre les droïdes. On peut se demander, est-ce qu'il s'agit d'une arme qui est fabriquée spécialement contre les droïdes, ou alors il s'agit d'une arme qui est juste contre tout type de menace? Je pense que la deuxième option est assez viable parce qu'on peut voir lorsque il y a des plans près de la cité sous-marine, on voit par-ci par-là des méduses, donc on peut se demander s'ils n'ont pas développé des technologies grâce aux différentes créatures aquatiques qui utilisent de l'électricité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc du coup, en utilisant ces armes-là contre les droïdes, ça devient extrêmement efficace. Alors on peut se dire que contre des humains, ça sera un peu moins efficace, surtout que la zone affectée est relativement faible.
On voit tout au long du film tout plein de peuples, de races aliens vraiment différentes. C'est vraiment ça, c'est l'univers Star Wars, de nous présenter toujours différentes races autres que les humains et de montrer que les humains ne sont pas forcément majoritaires dans cet univers, dans cette galaxie. Donc voilà, donc ça c'est un point typique de Star Wars qui est vraiment sympa à chaque fois. On a même des dialogues en langage alien assez régulièrement, ce qui rajoute un peu dans l'immersion du monde de Star Wars. Il faut savoir également qu'il y a une langue commune dans la galaxie Star Wars qui est le basique. Donc ça en fait c'est ce que parlent quasiment tous les humains. Beaucoup de peuples la parlent. Beaucoup aussi, même s'ils n'arrivent pas à la parler, peuvent au moins la comprendre. Ça on verra plus tard dans d'autres films, des peuples qui la comprennent parfaitement mais qui ne peuvent pas la parler. Les premières images du film, c'est du Star Wars vraiment classique, c'est-à-dire un fond, c'est l'espace, avec un texte qui défile, qui va vers l'horizon, avec bien sûr la musique iconique de Star Wars, un texte qui nous explique tout ce qui s'est passé avant, enfin une partie de ce qui s'est passé avant, ce qui nous permet un peu de comprendre où on en est, et de rapidement cerner ce qui se passe à l'écran. Et à la fin, quand ce texte a complètement disparu à l'horizon, il y a un panneau vers le bas et on arrive sur un vaisseau spatial au minimum. Souvent, c'est plusieurs vaisseaux spatials, soit qui se fait attaquer, soit qu'il y a attaque, soit juste des vaisseaux spatials qui se rencontrent. Comme dans beaucoup de films Star Wars, celui-ci se termine par l'explosion d'un vaisseau de commandement, plus ou moins important, et se termine également par une cérémonie, une fête. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique dans Star Wars, qui est repris là également, sauf qu'effectivement, là, on n'a pas une étoile de la mort, en version améliorée ou pas, qui est détruite, on a juste un vaisseau de commandement, et on a effectivement là une cérémonie. Donc il n'y a pas de remise de médaille, mais c'est une remise d'une sphère d'alliance. Donc là, c'est plutôt sympa de voir cela. Ce sont des éléments comme le début du film, ce sont des éléments qui marquent un peu le style Star Wars. Parmi les moments humoristiques du film, il y a une blague qui va devenir récurrente tout le long de cette trilogie. C'est la blague sur les négociations. En effet, lors du début du film, Qui-Gon fait une remarque à Obi-Wan, comme quoi, dû à leur présence, les négociations ne vont pas durer. Sauf que les négociations n'ont pas lieu, du coup, Obi-Wan fait la remarque à son maître, comme quoi, effectivement, les négociations n'ont pas duré. Point bizarre un peu, que je trouve, c'est leur arrivée sur Coruscant. Parce qu'on voit bien quand ils arrivent sur Coruscant, donc après les présentations du sénateur Palpatine, du chancelier Valorum, etc. Donc ils repartent tous via une espèce de navette. Et là, ils montent à côté d'Anakin et il dit à Anakin, qui est quand même un enfant de 10 ans à ce moment-là, il lui dit qu'il trouve très sexy la reine Amidala. Alors déjà, pourquoi le faire à ce moment-là Pourquoi évoquer ça à un enfant? Et pourquoi que lui, en tant que Gungan, trouve une humaine sexy? Alors, c'est pas que dans Star Wars, il n'y a pas des interactions interraciales, interespèces, mais c'est... jusqu'à présent, il n'avait pas fait ce type de remarque, et il aurait pu la faire beaucoup plus tôt. Donc il y a juste ça qui peut paraître un peu bizarre. Voilà, moi je pense que sur le film, il y a vraiment ça qui est bizarre. Après, sur le reste, ça reste normal pour ce personnage-là. On voit qu'il est... il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe bien plus grand que lui. Et lui, c'est un peu le pauvre Gungan qui était là, qui était tranquille, tout seul dans sa forêt, qui se retrouve mêlé à des histoires galactiques. Parlons maintenant de la reine Amidala, ou de Padmé, puisque c'est le même personnage. Effectivement, ce personnage, pendant quasiment tout le film, utilise un subterfuge qui est de se faire passer pour une servante et de prendre l'une de ses servantes qui va se faire passer pour la reine Amidala. Elle utilise ce subterfuge en cas de danger potentiel. Donc, le débarquement des droïdes de la Fédération du Commerce sur Naboo, l'arrivée sur Coruscant, la négociation avec les Gungans, etc. Ce qui lui permet de se faire représenter du coup par une personne et qui, du coup, elle est en sécurité. Il faut comprendre que c'est normal qu'ils utilisent ce subterfuge parce que la planète Naboo est une planète relativement peu développée militairement. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de gardes du corps qui sont formés pour protéger la reine. La reine n'a pas non plus de bouclier personnel, etc. Et au vu de la situation, effectivement, si elle meurt, ça va vraiment mettre en danger sa planète. Un reproche qui revient souvent sur ce personnage,
c'est son changement de tenue. En effet, elle a 12 tenues différentes dans le film, je les ai comptées, voilà, différentes situations. Ça ne me semble pas hallucinant, parce que sur le 2h16, effectivement, ça fait beaucoup de changements de tenue pour nous, mais ça ne se passe pas déjà le même jour, pendant tout le long, donc c'est quand même normal qu'un personnage va changer régulièrement de tenue. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de cela, en général on voit un personnage qui est toujours habillé pareil. Donc là, mais il faut savoir aussi que c'est une reine et qu'elle représente sa planète et qu'elle a différentes représentations, elle a différentes cérémonies, qu'elle apparaît au Sénat, etc. Donc elle va apparaître avec des vêtements qui sont quand même qui n'ont pas subi de la guerre. Voilà, donc on voit qu'à chaque fois, elle prend une tenue différente, mais on voit que le timing est quand même bien parce que elle part, par exemple, elle part de Naboo pour aller sur Tatooine et après elle arrive sur Coruscant, elle a toujours la même tenue. C'est normal, elle s'est pas changé de tenue juste pour ce voyage-là, même si c'est pas passé en un jour. Voilà, donc elle change de tenue en fonction des différentes situations, des différents jours. Alors bien sûr, le fait que la reine Amidala souhaite visiter Tatooine, alors que c'est une planète complètement désertique, est une facilité scénaristique pour faire rencontrer Anakin et Padmé. Du coup, elle est dans son rôle de Padmé, donc du coup, plus du tout avec la prestance de reine, pour créer ce petit lien qui plus tard va donner naissance à l'amour qu'on connaît. Mais ok, c'est une facilité scénaristique, cependant, il y a quand même un lien logique. C'est que la reine, Amidala, on sait qu'elle est toujours restée sur Naboo. Donc, mets-toi à sa place, elle arrive sur une nouvelle planète qui est en plus complètement différente de la sienne. Oui, c'est normal qu'elle ait quand même envie de visiter cette planète, même s'il n'y a quasiment rien à voir, comme le dira d'ailleurs Luke Skywalker plus tard. Mais bon, il y a quand même du sable, des nouvelles personnes, de nouvelles coutumes à voir. Donc ça, c'est logique par rapport au personnage. Et bien sûr, ça aide sur le fil de l'histoire, notamment sur les 3 trilogies. 2 points à rajouter sur les costumes de la reine Amidala. Alors, il y en a un, c'est le costume noir. On voit qu'au niveau de la coiffure, je pense que c'était un petit clin d'œil au niveau de la coiffure que va avoir Leia, donc sa future fille, les fameuses tresses bretzel là. Voilà, il y a un peu un côté de ça au niveau de ce costume-là. Et sinon, globalement, sur les costumes, c'est plutôt une tendance, une inspiration orientale, asiatique. Parlons des 2 droïdes les plus connus de la saga Star Wars. Alors, je vais commencer par le deuxième qu'on voit, c'est C3PO. On voit enfin qui l'a créé, c'est Anakin Skywalker, ce qui prouve bien ses dons pour le bricolage, puisqu'il a quand même créé de toutes pièces un droïde protocolaire pour aider sa mère. On voit bien que C3PO n'est pas fini d'être construit, puisqu'il a tous les circuits à l'air. D'ailleurs, R2D2 lui fait la remarque à ce sujet. Et on voit que le caractère de C3PO est déjà en place. Dans ce film, il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage, mis à part qui se retrouve dans le vaisseau un peu par hasard. R2D2, c'est un droïde assez intéressant en soi parce que déjà quand on le voit la première fois, il fait partie d'un groupe de droïdes exactement comme lui, sauf la couleur qui change. Voilà, donc on voit qu'il n'est pas exceptionnel en soi comme peut l'être C3PO, où on le voit parmi les humains, il n'y a pas d'autres droïdes autour de lui à ce moment-là. Et on voit C3PO a été construit donc du coup par Anakin, comme je viens de l'indiquer. Mais R2D2, on voit que lui a été construit sûrement en série. Le premier fait qu'on voit de R2D2, c'est de réussir à réparer le vaisseau de Naboo avant qu'il se fasse détruire. Donc comme ses autres camarades droïdes. Et donc il réussit à réparer le vaisseau et l'hyperdrive pour pouvoir aller sur Tatooine. Donc voilà, on voit qu'il a eu de la ressource, peut-être qu'il a eu plus de temps que ses camarades pour pouvoir réparer le vaisseau. Par la suite, ce droïde n'a pas beaucoup d'influence sur le film, il reste un personnage mineur, c'est juste que c'est vraiment fait pour nous l'introduire et pour nous montrer qu'il y a le petit truc un peu exceptionnel, malgré qu'il était dans un groupe de droïdes qui lui ressemblaient, donc du coup on pouvait penser qu'il était un simple droïde en série. En fin de compte, il a quand même son petit truc en plus qui va le distinguer par la suite. Parlons maintenant de la force, de son utilisation et de ses utilisateurs. Il faut savoir que dans l'univers Star Wars, la force est un élément essentiel, vraiment un élément de base. D'ailleurs, les utilisateurs sont à l'origine de quasiment tous les conflits qui s'est passé dans les univers Star Wars, que ce soit vraiment longtemps avant les films ou longtemps après. Au niveau de l'utilisation de la force, on découvre de plus en plus de pouvoirs au fur et à mesure du film. Le premier pouvoir qu'on peut voir, mais
qu'au départ, en fait, on ne comprend pas de suite qu'il s'agit vraiment d'un pouvoir de la Force. C'est lorsque les deux Jedi, Obi-Wan et Qui-Gon, retiennent leur respiration quand ils se font gazer. Effectivement, s'ils n'avaient pas été des utilisateurs de la Force, ils seraient sans doute morts. Deuxième utilisation qui est faite de la Force, c'est le Force Push par Obi-Wan Kenobi. On voit qu'il repousse des droïdes pour les détruire. Et bien sûr, après, on le revoit plusieurs fois être utilisé, mais c'est la deuxième utilisation, c'est vraiment la première utilisation réellement qu'on voit des résultats physiques être mis en place dans le film. Ensuite, on voit plein d'autres pouvoirs, bien sûr, de la Force. Il y a le Force Speed lorsqu'il s'enfuit par rapport aux droïdes. Le contrôle mental, ça on le voit sur Naboo, c'est Qui-Gon qui l'utilise en premier, et il le fait sur le Big Boss des Gungan. Alors, c'est vrai que comme c'est un contrôle mental, au départ, on ne voit pas, nous, en tant que spectateurs, qu'il s'agit d'un contrôle mental. On voit juste faire un petit geste de la main iconique des Jedi. Mais si on se place dans la peau de quelqu'un qui ne connaît absolument rien de Star Wars, bon, il ne prête pas trop attention à cela au départ, mais la réaction de Jar Jar est là pour nous indiquer que la réaction du Big Boss est bizarre. Pourquoi que le Big Boss, en fait, accorde tout à Qui-Gon, le laisse en vie, le laisse repartir, et lui donne même un moyen de transport. Et tout ça, en fait, on a vu avant Qui-Gon faire ce geste-là, en lui indiquant ce qu'il doit faire. Donc là, on comprend qu'il s'agit d'un contrôle mental. C'est vraiment comment est mis en place la démonstration de ce pouvoir-là. On ne nous dit pas « Ah, il a fait un contrôle mental, là, tu as vu ?» Non, non, c'est pas amené comme ça dans le film, c'est vraiment par réaction des personnages. Ensuite, bien sûr, il y a différentes utilisations. Il y a le Force Jump qui est utilisé à plusieurs reprises, notamment dans le combat contre Dark Maul à la fin du film. Il y a le pouvoir qui permet, alors je n'ai pas tous les noms des pouvoirs, celui qui va attirer le sabre laser dans la main voilà, des Jedi. Voilà, il y a plein de petits pouvoirs comme ça qu'on voit au fur et à mesure. Il y a notamment, il est indiqué pour Anakin qui voit dans le futur légèrement à l'avance et que c'est une marque de tous les Jedi. Donc voilà, on se dit, ils ont tous cette capacité-là, ça leur vient de la Force. On se rend compte assez rapidement que les Sith doivent avoir les mêmes capacités. Tout ça parce que c'est la manière dont ils sont présentés. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Les Jedi, première fois qu'on les voit, donc c'est les deux premiers Jedi, donc Obi-Wan et Qui-Gon, on les voit dans une tenue encapuchonnée, on ne voit pas leur visage au départ, on voit un petit peu vite fait leur menton, leur nez, donc on devine que ce sont des humains, mais vraiment au départ on se demande s'ils sont même des humains. Et après, on voit un autre personnage présenté de la même manière, habillé de la même manière, via un hologramme, c'est Darth Sidious. Donc on peut se demander au départ, vu qu'il n'est pas donné son nom, on peut se demander au départ, est-ce qu'il s'agit aussi d'un Jedi? Puis assez rapidement, on se rend compte que ce n'est pas un Jedi, c'est un Sith, mais ils doivent avoir normalement les mêmes capacités. D'ailleurs, dans ce film, on voit l'utilisation de leurs armes, les sabres laser. Donc le sabre laser, on voit au départ que c'est une arme assez puissante parce qu'elle moissonne complètement les droïdes. On voit que le métal qui les compose fond. Vraiment, c'est une véritable moisson à chaque fois qu'ils affrontent des droïdes. Autre utilisation qui est faite du sabre laser, c'est de passer à travers les portes. C'est vraiment de s'ouvrir un passage. Donc ça, c'est Qui-Gon qui l'utilise dans le vaisseau de commandement de la Fédération du Commerce. Il utilise donc pour au départ se frayer un chemin et en fait quand il entend qu'il y a la porte anti-explosion qui est également fermée, là on voit qu'il reste plus longtemps au même endroit et on voit la porte blindée censée résister à des explosions en train de fondre. Également, on peut se demander s'il n'utilise pas à ce moment-là la force pour amplifier le pouvoir, les capacités de son sabre laser. Autre capacité du sabre laser, c'est de renvoyer les tirs de blaster. Donc ça, à la fois, c'est une capacité qui est en fait un mixte entre le sabre laser en lui-même et l'utilisation de la force. Effectivement, les Jedi et les Sith utilisent la force dans leur sabre laser pour pouvoir renvoyer les tirs de blaster, notamment pour pouvoir les renvoyer là où ils le souhaitent. Qui-Gon Jinn est un personnage assez charismatique, bien joué par Liam Neeson. On sent qu'il est plein de sagesse et également qu'il n'hésite pas à aller à l'encontre du Conseil Jedi s'il pense que ce conseil se trompe. Donc on voit que c'était le cas pour Anakin Skywalker. Il veut leur forcer la main à l'entraîner. Sur ce personnage, il y a plusieurs théories, dont notamment qu'il est un Jedi gris. Eh bien non, Qui-Gon Jinn n'est pas du tout
un Jedi gris. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo de Sidemall à ce sujet qui explique bien que les Jedi gris, en fait, c'est juste soit une invention de fans, soit uniquement dans l'univers légende. Et encore même là, il y a beaucoup de points qui se contredisent. Et en fait, c'est même pas Disney qui a rejeté ça du canon, c'est même déjà George Lucas qui a rejeté ça du canon. Donc ce n'est pas un Jedi gris. Tout simplement parce que le Jedi gris n'existe pas. C'est sûr qu'on pourrait regretter la mort de Qui-Gon, mais bon, au moins des fois la mort d'un gentil, bah ça fait un peu du bien, ça fait avancer l'histoire et ça évite un peu les histoires un peu trop bisounours. Obi-Wan Kenobi est un personnage vraiment intéressant. D'ailleurs, il va prendre en puissance et va savoir de mieux en mieux manier le sabre laser par la suite. Mais actuellement, dans le premier épisode, il a fait plusieurs petites erreurs au sabre laser, notamment lorsqu'il dégaine. Donc à 2 reprises, on le voit dégainer son sabre laser, et à chaque fois, il s'en mêle les pinceaux. Alors je ne sais pas si c'est l'acteur qui s'est emmêlé les pinceaux, ou si ça a été voulu que l'acteur fasse ce geste-là, pour montrer qu'il n'est qu'un padawan. Alors quel est le geste en question ? En fait, il va dégainer son sabre laser et en fait, il le prend au niveau, il prend donc avec sa main droite, qui est sa main normalement directrice, qui devrait être placée le plus proche possible de la lame. Et là, en fait, il prend son sabre laser au niveau du pommeau. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire un espèce de mouvement pour se retrouver dans la bonne position de main. Et il le fait 2 fois dans le film. Donc voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est l'acteur qui s'est planté ou si c'est volontaire pour ce personnage-là, pour montrer qu'il n'est qu'un padawan. Effectivement, à ce moment-là, dans le film, il n'est qu'un padawan. À la fin, il devient chevalier Jedi, mais au départ, il commence en tant que padawan. Autre point, je pense, qui est mis en place pour montrer qu'il n'est qu'un padawan, c'est qu'il commence tout le temps ses combats en sautant. Premier combat qu'il fait contre les droïdes, il saute. Combat qu'il fait contre Dark Maul, il saute dès le départ. Et après, on voit à plusieurs reprises qu'il saute, qu'il commence ses combats en sautant. Alors, je ne sais pas si c'est pour montrer qu'il s'agit vraiment d'un padawan, ou si c'est juste en fait les chorégraphes qui trouvaient ça sympa, qui sautent à chaque fois. Sachant qu'à chaque fois, Qui-Gon, durant le même temps, lui reste bien posé sur ses positions, et en fait il avance en restant au sol, et bien sûr de temps en temps il va sauter également, mais ça c'est plus justifié que Obi-Wan qui saute alors qu'il n'y a pas de raison qu'il saute. Au niveau de l'organisation des Jedi, on voit qu'il y a un conseil Jedi, des maîtres Jedi qui y siègent, mais on sait qu'il y a d'autres maîtres Jedi, notamment Qui-Gon, qui n'y siègent pas forcément. Il y a ensuite les chevaliers Jedi et les padawans. Donc tout ça, ça forme toute une échelle de hiérarchie qui est fait pour montrer la puissance de chacun. Alors bien sûr, tous les maîtres Jedi ne sont pas au même niveau. D'ailleurs, pour être maître Jedi, il y a différentes manières de le devenir. Et c'est pas forcément d'être puissant à la fois dans la force et dans le maniement du sabre laser. Il peut y avoir d'autres raisons qu'un Jedi est devenu maître Jedi. Pour revenir sur ce sabre laser, au départ, on ne sait pas qu'il s'agit d'un sabre laser. On apprend plus tard son nom, donc on voit que c'est vraiment bien présenté la manière de l'arme. C'est un peu comme les Jedi, progressivement on apprend les choses. C'est un peu la manière de tout le film, c'est qu'on apprend chaque élément progressivement, tranquillement. Et certains éléments où on s'en moque complètement, le nom de telle race alien, etc., on s'en moque, c'est pas ça la trappe, et puis voilà, c'est pas pour ça que le film va être gâché, on n'a pas besoin de tout savoir, de savoir comment chaque alien s'appelle, etc. Au niveau des combats au sabre laser, alors ça commence déjà avec des combats contre les droïdes. Alors là, c'est une véritable moisson, les droïdes peuvent rien faire contre cela, voilà. C'est pas tellement intéressant, ça montre la puissance du sabre laser, la puissance des Jedi par rapport à eux. Premier combat qu'on voit entre 2 utilisateurs de la Force, c'est entre Dark Maul et Qui-Gon. Là, on voit Dark Maul, il fait pas dans la dentelle, il arrive, il attaque directement Qui-Gon sans rien lui demander, il l'attaque et il essaie bien sûr de le tuer. Qui-Gon au départ vraiment se défend, après il essaie bien sûr de riposter, mais il va surtout chercher à fuir. Dès qu'il a l'occasion de fuir dans le vaisseau, il fuit. Clairement, son style de combat à ce moment-là, c'est juste fait pour rester en vie et pour en fait pouvoir se créer une fenêtre pour pouvoir s'échapper. D'ailleurs, on voit le combat dure quelques secondes et il est tout en sueur. Alors bien sûr, la chaleur de Tatooine n'aide pas, mais on comprend que le combat a été intense. Et on voit même à sa respiration que il n'a pas pu durer comme ça longtemps le combat. Ce combat est vraiment sympa à regarder, même s'il est entrecoupé avec des scènes dans le vaisseau. Et on voit avec tous les effets de poussière, etc. On sent vraiment la rage du combat.
Il n'y a pas trop en fait d'attaque un peu dans le vide. On sent vraiment que Qui-Gon est vraiment pris au dépourvu, qu'il se défend. Deuxième combat au sabre laser, il oppose d'un côté les deux Jedi, donc Qui-Gon et Obi-Wan, et de l'autre Dark Maul. Alors même si Dark Maul n'est qu'un apprenti pour Dark Sidious, on voit très clairement qu'il est d'un très bon niveau parce qu'il arrive à tenir tête à deux Jedi en même temps. Certes, l'un d'eux n'est toujours que Padawan, mais quand même, c'est comme une belle performance de sa part. Ce combat est vraiment très sympa à regarder, les mouvements sont assez fluides, assez rapides, il y a des déplacements dans les différents espaces, et également il n'est pas filmé avec une tremblote, il est mis sur un plan large, on voit bien les personnages, on voit bien ce qui se passe, et ça c'est quelque chose que j'adore dans tous les combats, quels qu'ils soient, à main nue ou avec des armes, j'aime bien tout voir ce qui se passe sans qu'ils aient embauché un caméraman qui a Parkinson. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui ont Parkinson, mais voir un combat, quel qu'il soit, à main nue ou avec arme, où l'image n'arrête pas de trembloter comme ça, moi ça m'énerve. Je n'arrive pas à voir ces combats-là, je trouve ça exaspérant. Je préfère un combat où l'image est vraiment filme déjà l'ensemble et est fixe. Après, la caméra peut faire des mouvements, enfin, il peut y avoir des mouvements de caméra, pas de problème. Mais voilà, on voit quand même en plan large, que la caméra est plutôt stable, voilà, que vraiment le rythme et l'action est donné par les acteurs et non par une caméra qui essaye de combler le manque des acteurs, le manque d'efficacité des acteurs. Donc voilà, parce que maintenant dans les films, beaucoup de films d'action, la caméra est à 2 cm des personnages et n'arrête pas de trembler. Du coup, on voit rien. En plus, avec tous les effets spéciaux qu'il peut y avoir, on ne comprend rien de ce qui se passe. On ne sait pas qui tape sur qui, quel est le mouvement qui est fait, etc. Donc voilà. Donc ce film-là n'a pas ce défaut-là. Ça, au moins, c'est cool. On peut lui reprocher certaines choses dans la chorégraphie, mais au moins la manière de la filmer est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment une manière que j'apprécie vraiment. Maintenant, il y a vraiment un point noir sur le deuxième combat au sabre laser. Et vraiment, je trouve, en tant que manieur de sabre laser, ça fait vraiment tâche dans tout le film. C'est vraiment le point noir, c'est la fin donc, du deuxième combat au sabre laser. Alors, je suis ok pour les morts, il n'y a pas de problème, que Qui-Gon meurt, que Dark Maul meurt, ok, je remets pas du tout ça en cause. Qui-Gon a plutôt une mort sympa en soi, parce que c'est dans une passe d'armes, c'est plutôt classe, il s'est fait avoir par Dark Maul, mais ok, c'est classe. Par contre, Dark Maul, c'est complètement nul, c'est complètement raté sa mort. Déjà, c'est un personnage qui est quand même assez charismatique, assez impressionnant, on voit qu'il est quand même... qui n'est pas là pour rigoler. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il s'amuse avec Obi-Wan, tel un chat qui s'amuse avec sa proie inoffensive. Voilà, donc ça c'est pas normal, il aurait dû faire un coup de force push, ou mettre un coup de sabre laser, que sais-je, mais il aurait dû l'achever avant éventuellement de jubiler. Sachant qu'il n'est pas comme ça le caractère de Dark Maul, il est plutôt là de manière en général assez efficace. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment dommage, donc déjà ça, et après, bon, Obi-Wan, il est accroché, il fait un saut, encore une fois, il arrive derrière Dark Maul qui se retourne, et après qu'il ne fait que de le regarder dans le blanc des yeux, puis c'est tout, il a dit, en gros c'est, bon, tu fais quoi maintenant? Et voilà, alors que Obi-Wan a fait plein de regards vers le sabre laser de Qui-Gon, Dark Maul aurait dû capter qu'il voulait choper le sabre laser. Il n'a même pas pensé à virer le sabre laser ou à le détruire. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et après, il se fait tuer vraiment bêtement. J'aurais préféré qu'il soit tué dans une passe d'armes, même de la même manière, coupé en deux, qui tombe dans le trou, ok. Mais dans une passe d'armes, qu'il ait une mort, je dirais, de son niveau. On va faire un survol des autres utilisateurs de la Force qu'on voit. Donc déjà, côté Jedi, on voit le fameux Yoda, personnage donc aussi emblématique de la saga Star Wars. Là, on le voit juste donner des conseils, on se doute qu'il a quand même un rôle assez particulier dans ce conseil Jedi. Bien sûr, normalement il y a le titre de grand maître Jedi, mais ça c'est pas dit dans le film, on sait juste qu'il siège parmi ce conseil Jedi. Mace Windu également, effectivement, il a un rôle vraiment très mineur. Pareil, on se rend bien compte qu'il a un rôle particulier également dans ce conseil Jedi, puisque c'est lui qui interroge Anakin. Donc effectivement, Mace Windu est aussi un grand maître Jedi. Après les autres personnages, voilà, on les voit juste comme ça, vite fait, mais ils n'ont pas vraiment une influence dans ce film, ils font rien en fait.
Petit détail, alors c'est dommage parce que du coup après on n'en voit plus parler, c'est de Yaddle. Alors on connaît son nom uniquement dans le générique de fin. Yaddle, c'est un personnage en fait qui est de la même race que Yoda. Donc il siège également au Conseil Jedi. C'est un peu dommage parce que c'est un personnage après qu'on ne voit plus du tout. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est les deux seuls représentants de la race, de cette même race, d'ailleurs qu'on ne connaît pas du tout son nom, que ce soit dans l'univers légende ou l'univers canon. Il n'y a aucune trace du nom de cette race et ce sont les deux seuls représentants qu'on voit dans les films. Alors c'est sûr, dans d'autres œuvres on voit d'autres représentants, mais c'est un peu dommage parce que c'est la première fois qu'on voit deux représentants de cette race réunis au même endroit et il n'y a pas d'interaction plus que cela. Lors de cet affrontement final, quand Dark Maul tue Qui-Gon, on peut voir Obi-Wan Kenobi être rempli de colère et avoir une envie de vengeance envers Dark Maul. Alors là, ce n'est pas totalement incompatible avec son statut de Jedi. Déjà à ce moment-là, il n'est que Padawan, même si Qui-Gon avait indiqué au Conseil Jedi qu'il était prêt à devenir chevalier. Voilà, il a surtout dit ça pour pouvoir récupérer Anakin en tant que Padawan. Même si effectivement Obi-Wan est quand même prêt à devenir chevalier. Donc effectivement ce n'est pas incompatible d'éprouver ce genre de sentiments négatifs en tant que Jedi. D'ailleurs même les sentiments positifs tels que l'amour, l'attachement, etc. Ils sont aussi déconseillés aux Jedi. Mais voilà, les Jedi ce sont des êtres vivants comme tout le monde et ils éprouvent forcément des sentiments. Maintenant, les Jedi sont vraiment capables de se reconcentrer, de redevenir zen. C'est-à-dire, c'est les influences qu'avait George Lucas, c'est de se baser sur la philosophie asiatique du zen, du taoïsme, pour créer les Jedi. Donc ça, on en reviendra juste après. Donc, effectivement, ils peuvent éprouver toutes sortes d'émotions, même la colère, c'est pas, en soi ce n'est pas un problème, la colère, la peur, etc., la haine, en soi ce n'est pas un problème. C'est juste qu'il faut que ce sentiment ne perdure pas, et surtout qu'ils n'utilisent pas la force à ce moment-là, et qu'ils ne commettent pas d'actes, je dirais, répréhensibles à ce moment-là. Donc on voit que Obi-Wan commence son combat sous le coup de la colère, enfin recommence le combat sous le coup de la colère, mais rapidement, il est juste après, la colère disparaît, on la voit comme assez rapidement disparaître la colère pour ne laisser place à un combat sans émotion de sa part. D'ailleurs, il finit le combat sans aucune émotion. Alors, effectivement, si il utilise de la force sous le coup de la colère ou qu'il tue sous le coup de la colère, là effectivement le côté obscur va rentrer en eux, je veux dire ça un peu comme ça, et donc là ils vont être corrompus par le côté obscur. Les Jedi ils sont peut-être plus sensibles que d'autres êtres vivants parce qu'ils utilisent, en utilisant vraiment la force, ils peuvent s'ouvrir rapidement au côté obscur. Normalement les Jedi évitent à tout prix de tuer. Alors là, faut voir que Obi-Wan n'est plus que tout seul. Son maître vient juste de se faire tuer par Dark Maul. Donc, est-ce qu'il est vraiment en position de pouvoir emprisonner ce Sith, qui est quand même assez puissant, sachant qu'ils ont quand même à ce moment-là plus trop l'habitude de gérer les Sith. Il est vraiment tout seul là. En gros, personne ne sait vraiment où ils sont. Donc, il n'y a pas vraiment de renfort possible rapidement. Donc c'est normal qu'il préfère donc mettre un terme au combat en le tuant Dark Maul plutôt que d'essayer de le blesser, de faire durer le combat et de risquer à son tour de se faire tuer. Parce que là, lorsqu'il tue Dark Maul, on voit très clairement que Dark Maul est normalement encore en pleine possession de ses moyens. Il s'est pas fait couper les mains, il n'a pas une jambe en moins, etc. Voilà, on est vraiment sur un Dark Maul qui est physiquement intact. Il n'a pas eu de blessure. Donc voilà, donc ça aurait été assez compliqué de le capturer. Donc là, on peut voir que c'est normal, si on se met à la place du personnage, qu'il tue Dark Maul plutôt que de le laisser en vie. Pour revenir sur l'origine de la création des Jedi par George Lucas, effectivement, il s'est inspiré de toutes les philosophies asiatiques, type taoïsme, bouddhisme, zen, etc. Voilà, pour l'esprit en tout cas, et également au niveau des samouraïs, pour l'esprit d'honneur, d'être vraiment droit dans ses actions, etc. Et moi je trouve qu'au niveau de l'aspect, alors ça indique c'est plus au niveau aussi, ça reste au niveau asiatique, moi je trouve que ça ressemble plus à nos moines occidentaux. Même si le côté moine guerrier, ça rappelle surtout les moines bouddhistes, les moines Shaolin, etc. Où là, voilà, ils sont entraînés aux arts martiaux
C'est plus pour eux, c'est plus une philosophie de vie, les arts martiaux, une manière d'être en harmonie entre l'esprit, le corps et la nature qui les entoure, que vraiment apprendre à infliger des dégâts à un adversaire. D'ailleurs, beaucoup de noms de Jedi, ce sont des noms asiatiques. Obi-Wan, Qui-Gon, Yoda, Mace Windu, etc. Ce sont vraiment des noms à consonance asiatique. Autre point dans le film, qui nous indique bien que les Jedi ne sont pas infaillibles, c'est le fait qu'Anakin ait bien vu le sabre laser de Qui-Gon et lui demande s'il est un chevalier Jedi. À ce moment-là, Qui-Gon lui dit « Non, j'ai tué un Jedi pour l'avoir ». Anakin lui répond c'est impossible de tuer des Jedi. Et là, bien sûr, Qui-Gon lui répond puisses-tu avoir raison. Ça indique bien que, effectivement, les Jedi ne sont pas des dieux. Ils sont des êtres vivants comme tout le monde, ils éprouvent des émotions comme tout le monde, et ils meurent comme tout le monde. Même ils se font tuer par, ça peut être une personne lambda, ou ça peut être par un site, ou par tout à fait autre événement, une maladie ou autre. Et c'est justement dû à cette non-infaillibilité qui n'est pas rentré dans l'esprit d'Anakin, qui lui posera plus tard problème. Parce que là, dans l'esprit du jeune enfant, c'est que les Jedi sont effectivement des dieux, en fait. Parlons quand même un peu des Sith. Dans ce film, on en a deux, donc ça respecte bien l'idée de la règle des deux. Donc la règle des deux, c'est quoi? Un maître qui a le pouvoir et un apprenti qui le désire. Donc ça ne veut pas dire que l'apprenti veut tuer son maître pour le remplacer, c'est juste qu'il doit désirer d'être au moins aussi puissant que son maître, si ce n'est même le dépasser. Donc si tu veux plus d'informations au sujet de la règle des deux et du code Sith, je t'invite à aller voir la chaîne de Sidewall à ce sujet. Ici, on a Dark Sidious en tant que maître et Dark Maul en tant qu'apprenti. Donc déjà, en tant qu'apprenti, on voit qu'il est quand même assez puissant. Alors, il faut bien savoir que chez les Sith, maître et apprenti, ce n'est pas la même chose que maître et padawan. Parce que maître et padawan, ça indique bien que le padawan, en fait, il est vraiment au début de sa formation, alors que chez les Sith, un Sith peut rester apprenti pendant très longtemps et avoir complètement fini sa formation de Sith et rester quand même apprenti de son maître. Dark Maul est un Sith assez puissant, d'ailleurs on peut voir qu'il tient tête à deux Jedi en même temps. Obi-Wan et Qui-Gon sont très bons au maniement du sabre, donc on peut voir quand même qu'il a quand même un certain niveau. Il a réussi à en tuer un, le maître. Bon, après il se fait un peu avoir par le Padawan. Dark Sidious, c'est le maître. Alors lui, sa très grande force, c'est la manipulation des autres. En fait, il manipule tout le monde. Il manipule son apprenti, il manipule les personnes de sa planète, il manipule le Sénat et même les Jedi. Donc, alors, bien sûr, il ne manipule pas via la force, hein. C'est vraiment via ses capacités d'orateur et via ses capacités de stratège. C'est une personne vraiment très intelligente qui arrive à mettre en place des plans très longtemps à l'avance. C'est vraiment du long terme qu'il voit lui. Il a réussi à mettre tous ses petits pions au fur et à mesure pour donner le résultat escompté. Bien sûr, ce personnage n'est pas que ça, hein. Bien sûr, il est extrêmement puissant dans la force. Il est un très bon duelliste. Même si dans cet épisode, on ne le voit pas se battre au sabre laser ni utiliser des pouvoirs de la force. Alors là, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'il utilise un pouvoir de la force en permanence, c'est celui de se dissimuler aux yeux des Jedi. En effet, aucun Jedi n'arrive à le détecter, que Dark Sidious est complètement entouré de côtés obscurs. En fait, c'est vraiment, ils n'arrivent même pas à le détecter. On voit Yoda qui le côtoie, qui est vraiment à côté de lui. Il ne le détecte pas, il ne se rend même pas compte qu'il est sensible à la force. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant de sa part d'arriver à se camoufler aux yeux des Jedi, parce qu'il est quand même sur Coruscant et personne ne le voit. Ce qui en fait donc un antagoniste vraiment très puissant et très intéressant. On a un passage du film où on voit nos deux Sith en train de discuter sur Coruscant. Alors c'est vraiment très impressionnant parce qu'aucun Jedi n'arrive à les détecter. Même s'ils sont à l'écart des quartiers principaux, ils ne se font pas détecter. Alors ça montre bien la puissance de Dark Sidious qui arrive à cacher l'arrivée de son apprenti et même sa présence sur la planète. Alors bien sûr c'est forcément Dark Sidious qui fait ça parce que je doute très fortement que Dark Maul ait les capacités de cacher son côté obscur. Pour l'instant on ne se rend pas compte qu'il s'agit de Palpatine. Gros spoil. Voilà, donc on peut supposer qu'il s'agit de Palpatine, de par le fait qu'il dit que c'est lui qui dicte les lois dans le Sénat. C'est lorsque Mace Windu et Yoda parlent de la mort de Dark Maul et qui s'interrogent si ça a été l'apprenti ou le maître qui a été tué. Juste à la fin de cette phrase-là, la caméra s'arrête sur Palpatine. Donc on peut se douter que là, il y a un petit lien. On peut voir dans le film que la tenue des Sith est
quasiment identique à celle des Jedi. En effet, la seule différence réside dans les couleurs. Les Jedi arborant des couleurs marron et des couleurs claires, alors que les Sith c'est uniquement noir. Il y a également une autre différence, mais celle-ci au niveau de la couleur de la lame du sabre laser. Chez les Jedi, c'est jaune, vert, bleu, etc. Alors que chez les Sith, c'est uniquement rouge. On voit une autre différence, mais celle-ci c'est uniquement pour un style de personnage, c'est que Dark Maul est le seul personnage de tous les films à manier un sabre laser à double lame. On ne voit parmi les Jedi que des sabres laser à une seule lame, et en général, il se bat qu'avec un seul sabre laser. C'est vraiment dans les films cette différence. Donc dans les films, les Jedi ne manient que les sabres laser à une seule lame, et de temps en temps, vraiment de manière occasionnelle, deux sabres laser. Alors qu'en fait, les Jedi et les Sith manient exactement les mêmes armes. C'est juste la couleur de la lame qui est différente. En effet, ils utilisent tous un sabre laser à une seule lame, un sabre laser à double lame ou deux sabres laser. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport au personnage, ce qu'il a envie de manier. Il n'y a pas de restriction au niveau de l'ordre Jedi ou au niveau des Sith, hein, c'est pareil. D'ailleurs, un personnage qui est grand maître Jedi de l'Ancienne République, c'est Satine Shan. Elle manie un sabre laser à double lame. Ce qui montre bien que ce n'est pas une arme réservée aux Sith. Et il y a pas mal d'exemples où on voit des Jedi manier deux sabres laser en même temps. C'est vraiment chacun fait suivant sa perception des choses, hein. Comme pareil, la main inversée ou pas, etc. C'est vraiment son envie à soi. D'ailleurs, on voit que dans la série Clone Wars, Ahsoka manie ses sabres laser avec les lames inversées, hein. Donc on voit bien que c'est pas réservé à Sith ou à Jedi, hein. C'est juste la couleur des sabres laser qui change. Pour résumer, pour moi, il s'agit d'un bon film qui nous introduit bien à l'histoire de Star Wars, à tout l'univers de Star Wars. George Lucas a su s'émanciper de toutes les contraintes habituelles de la science-fiction qui place toujours dans notre galaxie, avec donc la Terre, etc. Donc là, on peut trouver ça bizarre que tout le monde parle la même langue, alors que là, déjà, il s'est exporté dans une autre galaxie, et puis en plus, l'époque est totalement inconnue par rapport à nous. Donc déjà, ça lui a permis de pouvoir, ok, tout le monde parle la même langue, c'est normal puisque c'est le basique. Maintenant, après, on dit oui, mais c'est de l'anglais. Mais oui, mais en fait, il faut bien que nous, on comprenne ce qui est dit. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je trouve que il a su s'affranchir de certains problèmes qu'on peut retrouver dans des films de science-fiction qui mélangent du coup la Terre avec d'autres planètes qui normalement ne devraient pas parler les mêmes langues que nous. N'hésite pas à laisser en dessous de la vidéo un commentaire, mets des suggestions pour des prochaines critiques et analyses. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu t'abonnes, n'oublie pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Bienvenue dans la partie bonus. Aujourd'hui, je vais te parler d'un youtubeur que j'apprécie vraiment beaucoup, dont nos deux chaînes sont complémentaires parce qu'elles ont un thème commun qui est Star Wars. Donc ce youtubeur s'est spécialisé dans l'histoire et les connaissances de Star Wars, que ce soit au niveau légende ou au niveau canon. Donc il faut savoir qu'il m'a rien demandé, je fais pour moi purement par plaisir, je fais ce petit bonus sur sa chaîne et je lui demande rien en retour. Je vais bien sûr le prévenir quand je vais publier la vidéo, juste par courtoisie, mais c'est tout. Donc, ce youtubeur, c'est Saimo. Je t'invite vraiment à aller voir sa chaîne. Tout ce qui est Star Info, c'est là où tu vas trouver toutes ces connaissances, toutes ces histoires sur Star Wars. Donc, à chaque fois, il prévient si c'est univers légende ou univers canon. Donc, la différence entre canon et légende, c'est que le canon, c'est que ça a été officialisé par les détenteurs de la licence comme faisant vraiment partie de l'histoire. Donc, avant, c'est George Lucas, maintenant, c'est Disney. Et il faut savoir que du coup, quand Disney a récupéré la licence Star Wars, ils ont un peu balayé toutes les informations qu'il y avait sur Star Wars et beaucoup d'informations qui étaient vraies auparavant, donc qui étaient canon, sont maintenant passées légende. Ils ont fait ça pour en fait se libérer complètement le champ pour leurs films, pour tous leurs prochains films, pas que les trois. Donc on a vu avec les Star Wars Story. Voilà, c'est vraiment pour ça. Donc, mais bon, il y a pas mal d'informations qui sont vraiment sympas, à trouver sur, les Star Info. Notamment, bah, il y a, la vidéo spéciale sur les Jedi gris, bien sûr avec, Qui-Gon plus mise à l'honneur dedans. Donc voilà, donc, c'est vraiment pour approfondir, tes informations. Tu peux donc aller voir ces vidéos à lui. Donc je ferai assez souvent référence à Steinmall et à ses vidéos parce que je trouve que c'est vraiment un expert en tout ce qui est, connaissance et histoire de Star Wars. Il est vraiment spécialisé là-dedans, donc c'est voilà, c'est on peut trouver des informations assez
assez sympas et qui sont toutes vérifiables. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je t'invite vraiment à t'abonner à, SciMall et n'oublie pas la petite clochette, sur lui également. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt!